4 ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'État, 2019-2023, Félix Tshisekedi Tshilombo face au bilan. Devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique, bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Monsieur Alayav, bonjour. Bonjour, très comment bien, ça va? et vous? Ça va. Alors, comment va le Congo aujourd'hui? Le Congo avance bien que mal, hein. Voilà, on sait tous que le Congo représente le potentiel et les enjeux, les enjeux du jour. Voilà, à travers tout, le Congo se recherche et avance tant bien que mal. Alors, j'aimerais que vous vous présentiez à nos internautes, bien que vous dirigiez une agence de communication assez connue, hein, Pigma Communication. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur vous que les gens ne savent pas? Je sais pas, hein. On m'a tellement posé la question que finalement j'ai l'impression que j'ai tout dit. Mais je suppose que c'est différentes personnes qui écoutent. Voilà, je m'appelle Alayav, je suis à la tête d'un groupe, on va dire, multimédia qui s'appelle Pigma Communication. Il est basé principalement à Kinshasa, bien qu'il sort d'un groupe en fait intégré de différentes activités basées à Johannesburg. Pigma Communication existe donc depuis 2004. Voilà, nous faisons de la com principalement. On a commencé par faire de la publicité à la base. Petit à petit, on s'est un petit peu étendu dans tous les secteurs corollaires en fait, les secteurs parallèles de la communication. On a créé des branches associées en production audiovisuelle, en gestion d'événementiels, en gestion de gros événementiels, en gestion d'événementiels corporate, en marketing digital et en médias. Voilà. Moi, j'ai un background marketing que j'ai acquis à l'université, d'abord en Afrique du Sud, et puis où j'ai commencé ma carrière professionnelle. Je travaille dans les multinationales pour Grey Communication, dans la pub d'abord. Ensuite, je suis allé du côté client, du côté annonceur. J'ai rejoint le groupe international Procter & Gamble, où j'ai quand même évolué pendant quelques années. Ensuite, j'ai été rejoindre le groupe Cadbury, un chocolatier international aussi. Et puis on a décidé avec des amis de se lancer dans une carrière dans le privé et faire des choses en Afrique. Quand je dis en Afrique, j'étais en Afrique du Sud. Oui. Au début, de faire les choses dans le reste de l'Afrique. C'est connu que le défaut des Sud-Africains, c'est que quand ils font des choses dans le reste de l'Afrique, ils disent qu'ils vont en Afrique. Oui. Je suis congolais d'origine. Et donc, le groupe qui s'appelle Pigma était constitué de 5 personnes. Ce sont nos initiales. Paul, Yav, Gataraya, Manla, Alain. On est les fondateurs du groupe. On a commencé comme une start-up, active dans différents secteurs, différents métiers. La com que je dirige, on va dire dans l'énergie et le pétrole que mon associé Paul dirige, dans l'immobilier que mon associé Jean-Pierre dirige. 3 parmi les 5 étaient congolais, donc c'est tout à fait naturel que on aille sur le Congo parmi les pays que nous avons visés. Voilà, c'est là que j'ai ouvert la branche Pigma Communication en RDC en 2004. Alors, c'est une belle aventure dont vous nous parlez, Alayav, parce que en fait, cette idée de lancer cette entreprise, elle est née autour d'un verre, en discussion entre amis. Absolument. Voilà, on est 5 professionnels, on est tous basés en Afrique du Sud et voilà, on a des carrières plutôt intéressantes dans différents secteurs. On passe beaucoup de temps à naturellement s'amuser, on était jeunes. On avait des rêves et parmi les rêves, on a commencé à penser à créer quelque chose. Et ça a commencé comme ça, ça a commencé comme une blague. Et puis les rendez-vous, les verres sont transformés dans des réunions. Les réunions sont transformées en idées, en concepts. Ces concepts sont transformés dans de premiers essais un peu ratés. Et puis éventuellement, l'opportunité d'ouvrir l'agence sur la RDC s'est présentée. C'était un peu mon corps de métier, parce que c'est un peu mon background. Donc j'ai piloté cette partie-là. Ça a marché. Et puis le reste a suivi. Comme vous avez dit, le tout a commencé par un verre, ou plusieurs. Oui. Oui. Alors, donc, vous êtes resté pendant un moment loin de votre pays, loin de la RDC. Qu'est-ce qui... il faut un sacré courage pour se décider à rentrer dans son pays et à investir dans son pays, surtout un pays comme la RDC,
dont on sait qu'il est confronté depuis de nombreuses années à beaucoup de difficultés socio-économiques et même politiques. Je dois avouer que c'est vrai. Il faut noter qu'en effet, nous étions basés en Afrique du Sud et je dois avouer que on était plutôt confortable. Enfin, le pays était plutôt relativement développé. Nous avions une carrière, on va dire, intéressante. Nos carrières étaient plutôt intéressantes et prometteuses. Moi j'ai quitté la RDC pour aller à l'université pendant l'époque où il n'y avait pas d'autre option que de quitter le pays. Enfin, pour nous en tout cas. C'était pour faire des études décentes, et il fallait aller ailleurs et tout. Je devais aller aux États-Unis, je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Une bénédiction à mon avis. Et voilà quoi. Et donc j'étais vraiment, vraiment confortable. Et retourner n'était pas évident parce que rien ne se passait exactement comme prévu. Politiquement, c'était très instable. Après moi je suis parti à l'époque du Zaïre, et puis il y avait Kabila père, et puis il y avait Kabila fils. Beaucoup d'incertitudes. Économiquement, il n'y avait pas réellement d'options. Voilà quoi, ça a quand même été à Paris, ça a été un saut parachute. Mais bon, voilà, on y a tout de même cru. Notre ambition à la base a réellement été panafricaine. La RDC, c'est notre pays d'origine, donc en fait, quelque part, quelles que soient les difficultés, on pensait qu'on aurait, on trouverait des solutions, et c'est un peu ce qui est arrivé. Alors, je dois aussi dire que nous sommes rentrés, je me rappelle à mon retour à Kinshasa, que j'avais quitté 15 ans avant, mon retour à Kinshasa, et on est la veille des premières élections démocratiques. Voilà, c'est vraiment au cœur de tous les enjeux, rien n'est clair, rien que juste le mode de vie en fait, parce que moi j'ai laissé une ville assez grande et développée, mais j'ai retrouvé une ville abîmée, donc politiquement instable, économiquement difficile, socialement compliquée. Et c'est là-dedans en fait qu'on est rentré. Voilà, on y a cru en fait. Comme j'ai dit, on était jeunes, on avait des rêves. Congolaises, Congolais, en RDC, mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il suffit d'y croire pour réussir? Qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui sont dans la diaspora, qui sont compétentes, qualifiées, qui ont des rêves et qui voudraient rentrer en RDC? Je pense que le fait d'y croire est important. Qui d'autre que nous change la donne dans nos marchés en fait. Donc si on est dehors et qu'on a de l'expérience et que à mon avis ça vaut la peine de repartir et d'utiliser son expérience pour faire la différence pour soi-même et pour le pays. Mais là maintenant ça suffit pas parce que il faut être préparé, financièrement peut-être, il faut être préparé psychologiquement parce que c'est tout de même un choc. Vous n'allez pas imaginer à combien de reprises j'ai pensé à plier bagages et repartir, parce que c'est réellement un choc, la façon avec laquelle les choses sont gérées, et ainsi de suite. Puis c'est pas facile, quoi. Il faut se réadapter, il faut se redévelopper son réseau. Je pense que la volonté est une chose, mais après avoir un plan, après bosser dur et puis ne pas se décourager. Semaine spéciale RDC du lundi 20 au dimanche 26 février sur l'Afrique d'une seule voix. Quand vous rentrez en RDC, vous trouvez un pays, on va dire, par terre, et vous vous investissez dans un domaine assez difficile. C'est le domaine de l'image, et on sait ce que c'est. Parfois, les gens ne savent pas ce que c'est que la communication. Les gens ont un budget parfois ils n'ont même pas de budget. Ils n'ont pas de budget. Et ils n'y croient pas. Et ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Et comment on fait justement? Comment on fait? Je pense que c'est toujours le même leitmotiv, c'est que on se rend compte que beaucoup de personnes veulent avoir une belle image, veulent communiquer sur leur industrie, sur elles-mêmes, sur qui elles sont, sur leur pays, mais elles ne comprennent pas les motivations. En fait, elles ne sont pas motivées et n'ont pas conscience qu'il faut payer le prix pour ça. Ça a été notre histoire depuis le premier jour. Mais je dois avouer que c'était un gros défi, mais on va dire pour nous, c'est un petit peu l'opportunité. On est formé d'un background, on va dire, dans le métier assez technique, dans un marché relativement développé. Et arrivé en RDC, il fallait faire les choix. L'approche qu'on a prise d'abord, c'est de ne pas s'adresser à tout le monde, en fait. On s'est adressé aux multinationales. On s'est adressé aux grosses multinationales parce qu'on savait qu'elles avaient un véritable besoin de communication. Elles en avaient un vrai besoin.
elles en connaissaient la valeur, elles étaient prêtes à payer le prix. On s'est positionné premium et on est totalement ciblé sur elles. Et je pense que c'est un pari qui a payé parce que voilà, elles étaient contentes d'avoir une vraie solution internationale localement. Donc voilà, quand je disais qu'il faut rentrer avoir un plan, c'est un petit peu ça, quoi. Et c'est un petit peu après, en effet, et dans le processus, voilà, on a commencé à faire un peu de chiffres, on a commencé à avoir un peu plus de muscles, et par conséquent, on a été capable, on va dire, d'influencer et de stimuler un petit peu l'industrie. Parce qu'on a donné envie aux autres. Ça veut dire, les grosses multinationales ont donné le ton, elles ont mis les budgets. Nous, on a mis les ressources compétentes, parfois chères. On a fait revenir des Congolais de la diaspora. On a fait venir, on a fait revenir des expats pour justement mettre le niveau, mettre le taux à niveau. Et après ça, on était capable de livrer un service de qualité. Les autres compagnies ont suivi. Et ceux qui n'étaient pas capables de suivre, c'était pas notre cible. Et ça a tenu un petit peu comme ça. Localement, après, il fallait un vrai développement parce que les défis des clients locaux, c'est que oui, c'est vrai, ils n'avaient pas vraiment de budget, mais deux, ils n'avaient pas non plus nécessairement les compétences. Et donc, à notre niveau, nous avons bâti les compétences, justement, le transfert de compétences en faisant revenir les étrangers, la diaspora, en emmenant des expats. Mais on a développé localement, on a beaucoup développé localement. Je peux vous dire, par exemple, qu'on est un petit peu moins de 100 aujourd'hui. Et que voilà, aujourd'hui, sur tous les gros projets sur lesquels on travaille, on est 100% local, alors qu'au début, ce n'était pas vraiment le cas. Donc voilà, ça a été vraiment un véritable travail de fond, de ressources, de développement, en se concentrant sur les grosses compagnies au départ, les gros clients au départ, et petit à petit, commencer à développer des solutions un petit peu plus larges. Je crois que c'est un peu l'approche que nous avons prise, et voilà, ça a marché. Ça n'a pas toujours marché, c'est un peu difficile. Parce que voilà, ça fait quand même 18 ans qu'on est là. Le marché, le pays, l'industrie sont allés à travers différentes étapes, politiquement, économiquement et autres. Mais on pense que notre pari a marché parce qu'on s'est établi de façon pérenne. 4 ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'État, 2019-2023, Félix Tshisekedi Tshilombo face au bilan. Devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique, bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Vous êtes imposé en leader sur le marché à tel point que votre réussite, c'est un vrai modèle pour beaucoup de personnes dans le domaine que vous avez choisi. Alors, parlez-moi de l'Afrique du Sud. C'est aussi un pays qui a une longue histoire, l'histoire que nous connaissons tous. Vivre en Afrique du Sud, quand on est congolais, ça ressemble à quoi quotidiennement, au quotidien? Écoutez, moi, l'Afrique du Sud, c'est mon pays d'adoption, c'est mon deuxième pays. Je suis venu à l'université. J'ai étudié dans de bonnes universités pendant que la communauté... Je fais quand même partie de la première génération de Congolais qui arrivent ici, un peu des Africains. Oui. D'Africains, pas les Zimbabwéens, mais en général l'Afrique large. C'est quand même partie de la première, la première équipe qui arrive. On a visé les grosses universités, même si en général dans la communauté, dans les communautés congolaises, les gens n'y croyaient pas beaucoup. Ouais, voilà, là-bas on va jamais t'accepter. On s'est inscrit et puis voilà, on a fait carrière, on a évolué académiquement. Ensuite, on a fait le pont. Il y a des défis, naturellement, être étranger, avoir les papiers et autres. Mais on a naturellement fait le pont pour commencer une carrière. J'ai joint des multinationales, une carrière qui montait plutôt bien. C'était sympathique. Maintenant, pour un étranger, l'Afrique du Sud, ma petite histoire, c'est que j'arrive ici, je suis plutôt jeune, j'ai envie d'aller aux États-Unis, je tombe dans ce pays. Mais en fait, j'arrive quand Mandela sort de prison. Et c'est un pays qui se cherche, en fait, qui continue à se chercher, comme le nôtre, qui continue à se chercher. Économiquement, politiquement, mais aussi de façon sociale, en fait. Il y a le gros héritage de l'apartheid, qui est une réalité. C'est un pays dont on parle de cliques, en fait, où ils ont une culture d'apartheid, en fait, où les Noirs sont les Noirs, les Blancs sont les Blancs, les Métis sont les Métis, les Indiens sont les Indiens, les gens sont dans des groupes différents. Nous sommes donc le nouveau groupe étranger, en plus étranger francophone. Donc, on est un petit peu comme des extraterrestres. Et voilà, c'est un peu créer sa place, se développer, se créer son réseau, développer des amis, apprendre à y vivre. Et voilà. Je pense qu'on a trouvé notre voie et aujourd'hui, c'est mon deuxième pays. Mes meilleurs amis vivent ici.
J'ai de la famille ici. Oui. Alors, quand on parle de l'Afrique du Sud, et ça, c'est un peu le rôle parfois négatif des médias, c'est qu'on pense tout de suite à violence. Et quand on parle des Congolais en Afrique du Sud, on parle aussi quand même de violence. Est-ce qu'on peut parler de racisme, en fait? Non, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de scènes de violence, de xénophobie des Sud-Africains à l'endroit d'autres Africains comme eux. Comment vous l'analysez, vous? J'ai un peu roulé ma bosse, hein, et je pense que dans tous les pays, il y a des atouts et puis il y a des faiblesses. Il y a des choses à développer. Au Congo, on ne va pas les citer. En France, il y a les défis de la France. En Afrique du Sud, il y a des atouts et les atouts sont importants en fait, parce que c'est un pays africain qui fonctionne malgré les difficultés. Hein, donc il y a des hauts et des bas, et ainsi, mais c'est un pays qui fonctionne. Le défi sud-africain, et c'est naturellement c'est important, c'est la violence. Mais encore une fois, ça fait plus de 20 ans ou 30 ans moi que je vis je suis venu il y a 30 ans et puis voilà, les 20 dernières années, je fais un peu les allers-retours et tout. Je n'ai jamais été sujet de violence personnellement. Et je ne le minimise pas du tout parce qu'il est réel. Parce que je la minimise pas du tout parce qu'elle est réelle, la violence. Et c'est un gros défi pour le leadership sud-africain. Mais voilà, et j'estime que il faut un effort pour travailler dessus. Mais en parallèle, il y a beaucoup de beaux atouts. Et je crois que les médias devraient parfois ne pas raconter que le négatif. Pour aller sur le parallélisme avec la RDC, voilà, le pays est grand comme il est. Le pays aussi a ses atouts. Hein. On parle tous de les richesses et autres, mais en même temps, il y a aussi une vie sociale. Vous connaissez un peu la musique congolaise. Enfin bref, il y a une véritable vie sociale en RDC. Je vis à Kinshasa et Kinshasa, c'est une mégapole, je veux dire, africaine en développement, dans laquelle on est totalement en sécurité. Lorsqu'on Google RDC, on va tomber sur la guerre à l'Est. Et les médias n'aident pas parce que les médias mettent les projecteurs sur la guerre à l'Est, mais jamais sur les bonnes choses. Pareil avec l'Afrique du Sud. Je préfère vivre ici que vivre à Paris. Congolaises, Congolais, en RDC, mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. J'aime bien ce que vous dites, en fait, parce qu'effectivement, encore une fois, à cause des médias, à cause de notre passé avec les anciens colonisateurs, on a le sentiment que tout se passe bien, et c'est assez paradoxal. Hein. Ceux qui nous ont colonisés nous ont tellement envoûtés, passez-moi l'expression, qu'ils nous font croire qu'on est mieux là où qu'on est mieux à l'étranger, en fait. Totalement. Mais vous savez, et ça, c'est qu'une partie du problème. L'autre partie du problème, en fait, c'est nous-mêmes, en fait. Je pense que nous n'arrivons pas à faire, c'est de raconter notre histoire. La raconter dans nos termes. Voilà, parce que ces bonnes choses dont nous parlons, est-ce que nous en parlons? Alors, lorsqu'il y a un média, le média, il va choisir son sujet. Le sujet qui vend, c'est peut-être la guerre ou la violence. Mais en parallèle, quel effort nous faisons pour raconter notre histoire? Et ça, je pense que c'est notre responsabilité, pas seulement du leadership. Ça, c'est individuellement, c'est à tous les niveaux, c'est à mon niveau. Dans mon métier, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Hein. On a publié récemment un livre qui s'appelle Le meilleur de la RDC, dans lequel justement on parle du Congo. C'est un beau livre. Hein. On parle du Congo et on parle des réalités du Congo. On présente le pays. Mais il n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voit à la télévision. Alors, vous me faites rêver là. Donnez-moi 5 choses positives sur la RDC. Écoutez, du point de vue social, le Congolais, voilà, c'est population jeune, dynamique, très ouverte. C'est un peu illustré de façon un peu cliché lorsqu'on parle de notre musique, mais c'est un mode de vie, c'est une façon d'être. Donc, il y a ce côté ouvert. Voilà, ça c'est une chose. Du point de vue économique, vous savez, il y a de gros défis, mais aussi il y a de grosses opportunités. Pour ceux qui ont osé, pour ceux qui ont du courage, voilà, il y a plusieurs qui ont quitté l'Europe pour créer quelque chose d'assez grand et en RDC. Donc économiquement, il y a de véritables opportunités, mais il faut les saisir. Troisièmement, le pays, la beauté du pays, c'est un pays magnifique. À l'est de la RDC, ce qu'il a à offrir, lorsqu'on va à Goma,
Donc c'est un potentiel touristique incroyable. Le petit problème lorsque je parle de la RDC, c'est que malheureusement, on est obligé d'y mettre le mot potentiel. Mais pendant qu'on est obligé de mettre le mot potentiel, c'est là qu'est l'opportunité en fait. Dans mon domaine, j'aurais pu arriver en RDC et me dire que voilà, il y aurait des élections qui ne marcheraient pas, et puis qu'il y a de la corruption, et puis tralala, et puis ne rien faire. Au contraire, je l'ai saisi, j'ai transformé en opportunité et créé une compagnie qui fonctionne. Donc voilà, musique, donc sociale, économique, culture, tourisme, voilà. On va citer combien? 4 ou 5? Oui. On va citer 4 gros. Oui. Semaine spéciale RDC du lundi 20 au dimanche 26 février sur l'Afrique d'une seule voix. Quel appel vous lancez à tous les Congolais dispersés dans le monde entier? Alors, une forte communauté congolaise partout dans le monde, assez active, assez instruite, et puis qui en veut aussi. Hein. On a vu par exemple les combattants en France qui, pendant quelques années, ont interdit aux artistes congolais de se produire. Quel regard vous portez par rapport à ça? Moi, je pense que le fait que nous ayons une diaspora aussi importante devrait être une force, devrait être un atout. Je sais que la diaspora congolaise envoie beaucoup d'argent en RDC, mais je crois que du point de vue individuel, malheureusement, la diaspora congolaise est parfois limitée dans les pays, enfin, du point de vue de développement personnel, on est parfois limité par les contraintes du pays, les contraintes. On n'a pas nécessairement accès à toutes les opportunités d'avancement. Donc, on est souvent relativement confortable, mais dans une moyenne avec glass ceiling, avec un plafond de verre. Et voilà quoi. Donc, je connais beaucoup de gens qui sont là, qui sont éduqués, qui ont un potentiel fou, mais qui ont malheureusement été obligés de faire des compromis parce que les opportunités ne se présentent pas dans les pays où ils sont. Et puis je crois qu'il y a une véritable opportunité de revenir et de faire la différence. De toutes les façons, c'est un petit peu la tendance récemment. Hein. Je vais dire que les 3-4 dernières années, il y a quand même un mouvement nord-sud assez important. Tous les jours, il y a des Congolais qui rentrent. Je crois que le mouvement prend de plus le sens nord-sud. Nous, on va dire, on était un petit peu les fous de l'histoire. On était les pionniers qui sommes rentrés tôt. Mais je pense que le début de notre histoire a donné un petit peu envie à beaucoup. Mais là, je pense que ça a pris du temps. Mais 15-20 ans plus tard, ça commence réellement à prendre. Les Congolais reviennent. Je pense que le fait que ces Congolais-là, justement, viennent de différents pays, ça apporte différentes expériences, différentes façons de faire les choses. Rien que les Congolais, rien que les pays francophones et les pays anglophones apportent une expérience, une approche totalement différente de faire les choses. C'est de gros atouts, on devrait en profiter. Par contre, on va dire, le mot de garde que je dirais à la diaspora, c'est de revenir en RDC avec un regard ouvert parce que les Congolais qui sont restés sur place n'ont peut-être pas acquis l'expérience différente internationale que ceux de la diaspora ont, mais ils ont une expérience réelle de faire des choses dans des conditions locales. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Comme je vous ai dit, on a fait revenir beaucoup de gens de la diaspora. Et on a souvent eu ce défi-là où on a des personnes qui viennent de la diaspora, parfois un peu mieux payées à l'entrée parce que elles ont un super profil, superbes études et un super parcours et tout, et savent mieux packager leurs produits. Mais en fait, sur le terrain, se casser totalement la gueule par rapport à des locaux. Et j'ai une discussion avec un groupe justement qui venait de diaspora récemment et tout, on en parlait. Et je disais, il faut avoir une certaine humilité en fait, parce que je crois que la force, c'est le positif de toutes ces communautés de la diaspora, mis ensemble avec le positif de ceux qui connaissent les réalités locales. Et puis choisir ce qu'il faut gagner, ce qu'il faut laisser. Hein. Je pense que quelqu'un qui a travaillé, dans une grosse boîte américaine, c'est un petit peu comment les choses devraient être structurées et il a quelque chose à apporter. Mais par contre, il devrait écouter son collègue local qui travaille dans un ministère local et qui connaît les difficultés, les réalités de faire fonctionner les choses localement. La force des deux, c'est un atout en fait. Alors c'est très bien ce que vous dites là. Je pense qu'il faudrait l'enseigner dans les universités parce que ça, c'est le gros problème. Quand on rentre dans nos pays et qu'on veut apporter notre force de travail, même parfois quand on est humble et qu'on veut se coller à la mentalité locale, on est parfois en but à nos locaux, nos compatriotes locaux,
qui traînent un peu la patte, qui ne font pas forcément le travail. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler, mais très peu travaillent correctement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais vous donner mon expérience. Comme j'ai dit, j'ai une équipe de un peu moins d'une centaine de personnes. À travers le temps, on a trié. Je pense qu'on a trié et je pense que le fait de traîner la patte n'est pas la norme. Je pense que localement, les gens ont développé des stratégies ou des modèles pour survivre aux réalités locales. Et ça, il faut le comprendre. Peut-être que travailler dur dans le contexte normal, dans un ministère classique, n'est pas nécessairement la bonne approche. Peut-être qu'à sa place, aurais-je fait le même parcours, ça aurait été peut-être la meilleure chose à faire. Donc, et moi, ce que je dis justement, c'est que je dis pas de venir et dire aux gens, voilà. Mais tiens, moi j'ai vu les gens qui arrivent à la diaspora, mais non, vous traînez la patte, vous faites pas ceci, vous faites pas cela. Je crois que c'est la mauvaise approche. Je pense qu'il faut être normé, en fait. En effet, le travail doit se faire à une certaine vitesse, le travail doit avoir une certaine qualité. Dans les millions de chômeurs, il y en a qui aspirent à de bonnes choses. Lorsqu'ils sont mis dans ces conditions-là, ils se comportent comme ça. Je vous ai dit, nous, au début, c'était beaucoup de diaspora et beaucoup d'expats. Dans la diaspora qu'on a ramenée, beaucoup se sont cassés la gueule. Okay, et pourtant, mais en parallèle, dans les locaux, beaucoup se sont vraiment développés. Donc moi, je suis vraiment pour cet échange et j'en suis un témoin ou un acteur personnel, en fait, de cet échange-là, dans lequel j'ai vu des gens locaux évoluer d'une façon incroyable. Et leur point de départ, c'est qu'ils ont les tares du Congo. Mais par contre, j'ai vu des gens de la diaspora se casser totalement la gueule parce que, voilà, ils n'ont pas pu s'adapter. Il faut réaliser que la réalité d'une personne qui fait carrière dans un pays développé, lorsqu'il est dans une compagnie, les systèmes de base sont déjà mis en place. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est apprendre les codes, bien les intégrer, et puis voilà, donner, s'il est bon, donner le meilleur de lui-même et évoluer. Donc, ça ne veut pas dire que lorsque quelqu'un est un bon commercial en Italie, il sera bon en RDC, dans une compagnie, en fait, en Italie, dans une grosse boîte qui est structurée, dans laquelle, les heures de départ sont calées, les évaluations sont calées, les salaires sont calés, les processus de travail sont calés et tout. Et il brille dans cet environnement-là. Il arrive dans un pays en première vitesse comme la RDC où tout est à faire. Et en fait, il faut avoir l'énergie d'être à l'heure, de se donner ses normes, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est un gros effort des deux côtés. Je crois que c'est, comme vous dites, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à l'université. Moi, j'ai un mot à dire là-dessus. Et j'ai vu beaucoup de situations. Ouais. 4 ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'État, 2019-2023, Félix Tshisekedi Tshilombo face au bilan. Devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique, bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Alors, votre leitmotiv, parmi tant d'autres, c'est de monter la barre haut. Ça, vous avez réussi à le faire. Faire la différence en inspirant positivement la jeunesse à travers du divertissement sain et innovant. Alors, pour moi, ça, c'est important parce que effectivement, avec les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a de la qualité, il y a du foisonnement d'images, il y a de la communication, mais parfois, on met des images qui ne sont pas forcément réjouissantes et qui ne nous élèvent pas. Comment on fait du divertissement sain dans un secteur où effectivement les gens préfèrent passer par les solutions de facilité? Moi, je suis un petit peu, je suis un idéaliste quelque part. Je pense que dans chacun de nous, il y a un peu de bien et un peu de mal, en fait. Je crois qu'on est tous tentés de prendre la solution facile lorsqu'on a deux choix. Mais je pense que lorsque on nous propose quelque chose de bien, on va pour ça, en fait. Moi, je parle de divertissement parce que dans le cadre justement de Pigma, on a appris à développer du contenu télé. Déjà dans la publicité que nous faisons, le genre de message que nous passons. Là, tout à l'heure, je vous parlais du livre qui était un petit peu vendre positivement les atouts de l'Afrique. Mais nous faisons de la télé-réalité. Et donc, même dans cette télé-réalité, on est sur le même leitmotiv. On fait des émissions sur la musique,
secteur musical et on met en avant le côté, mais c'est packagé proprement, c'est les niveaux de production sont corrects dans tous les niveaux, quoi, tout en restant fidèle, intègre et authentique en fait à nos réalités. Donc, je pense pas que le Congolais, l'Africain, consomme par défaut je veux dire la mauvaise qualité. Mais lorsqu'il y a l'option des deux, et ben à mon avis, il va prendre la bonne qualité, mais il faut la lui donner. Voilà, et c'est ce que nous on a fait. Nous on l'a fait. Ce que nous représentons aujourd'hui a été le résultat justement d'offrir à ce public-là des choses décentes dans lesquelles ils se reconnaissaient, mais qu'ils regardaient assez fièrement, on va dire. On a beaucoup de Congolais de la diaspora qui suivent ce que nous réalisons. Et ben, ils sont fiers de le montrer à leurs amis localement. Ils disent tiens, vous savez quoi, ça s'est fait chez nous. Donc je pense que je crois que c'est important de croire dans la qualité, de donner l'option de la qualité. Je crois que la grosse bataille, c'est qu'en effet, le marché est submergé de médiocrité. Mais je pense que même si on est 2-3, il faut se battre pour cette qualité-là parce qu'un jour, finalement, on sera plus nombreux, en fait. Et ça, il faut continuer. Encore ça, c'est mon cheval de bataille, je dois vous avouer. Mais j'y crois. Alayav, merci infiniment d'avoir partagé votre travail, vos valeurs et ce que vous faites pour la RDC. C'est quelque chose qu'il faut faire connaître. Je sais que vous êtes interviewé par beaucoup de personnes, mais nous, sur l'Afrique d'une seule voix, on est vraiment contents justement de donner la parole à des Africains de la diaspora et surtout ceux qui sont en Afrique. Alors, est-ce que vous avez un message pour les diasporas dans le monde, pour vos compatriotes? Est-ce que vous avez un message à nous livrer aujourd'hui? Tout ce que je peux dire, c'est que l'Afrique, la RDC, c'est un chantier. Et c'est un chantier qui n'est pas facile. Mais si ce n'est pas nous qui allons le faire, qui le fera à notre place? Donc, à mon avis, mettez-le dans votre cahier, mettez-le dans votre programme. Il y a beaucoup d'enfants de la diaspora qu'ils viennent, qu'ils découvrent, qu'ils apportent leur pierre. Et je crois qu'au final, comme j'ai dit tout à l'heure, un jour, on sera plus nombreux. Et évidemment, la norme et la qualité que la diaspora va apporter vont faire bouger la donne. Merci Alayav et bonne journée à Johannesburg. Merci beaucoup, merci pareillement. Congolaises, Congolais, en RDC, mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi.